L'épargne salariale est un ensemble de mécanismes collectifs mis en place dans l'entreprise qui combinent des dispositifs d'association à la performance, des dispositifs d'épargne permettant aux bénéficiaires de placer tout ou partie de leur prime. Comment fonctionne l'épargne salariale? Ce sont des outils collectifs. Ils concernent tous les dirigeants et salariés dans les entreprises ayant au minimum un salarié. Le fonctionnement est simple, il y a les flux et les stocks. Voici Sophie. Dans son entreprise, elle bénéficie de primes d'intéressement et de participation. Elle peut choisir d'encaisser ses primes directement et dans ce cas, elle paiera un impôt sur le revenu. Ou elle peut choisir de l'investir dans le plan d'épargne d'entreprise et bénéficier des exonérations fiscales. Sophie peut aussi effectuer des versements personnels volontaires dans son plan d'épargne tout au long de l'année. Attention, les versements dans le plan d'épargne sont limités à un plafond correspondant au quart de la rémunération annuelle. Et si l'entreprise l'a prévu dans son règlement de plan, elle pourra même bénéficier d'un abondement dans son plan d'épargne, c'est-à-dire que son entreprise va ajouter un versement complémentaire au sien. Cet abondement représentera pour elle une rémunération différée, sans impôt et allégée en charge. Tous ces flux alimentent deux types de véhicules d'épargne. Le PE, plan d'épargne d'entreprise, d'une part, où l'argent est bloqué pendant 5 ans glissants, et le PERCO, plan d'épargne retraite collectif, où l'argent est bloqué jusqu'au départ à la retraite. Sophie est libre de verser dans l'une ou l'autre de ces deux enveloppes. Des cas de déblocage anticipé sont prévus, comme par exemple l'achat de la résidence principale, ce qui fait de l'épargne salariale une des solutions d'épargne les plus souples. Au moment de la sortie, le PE sort en capital exonéré d'impôts sur les plus-values, hors CSG, CRDS et prélèvements sociaux. Et pour le PERCO, la sortie se fait au choix du bénéficiaire, soit en capital exonéré d'impôts sur les plus-values, hors CSG, CRDS et prélèvements sociaux, soit en rente viagère, partiellement fiscalisée. Grâce à ces exonérations fiscales et sociales, l'épargne salariale bénéficie d'une efficacité forte par rapport aux autres systèmes de rémunération et d'épargne, ce qui en fait son attractivité. Voilà, donc l'épargne salariale, alors c'est un peu compliqué, je suis désolé, mais c'est pas moi qui fais les lois. Mais par contre, en général, quand les politiques font quelque chose de compliqué, c'est pour qu'une petite frange de la population puisse s'en servir. Et il faut vraiment rentrer dans le détail pour que le plus grand nombre d'entre nous puissions en profiter. Donc l'épargne salariale, il y a en fait 4 volets. Il y a l'intéressement, la participation, le PE et le PERCO. Donc le cumul, pour voir les enjeux, on peut même passer à la slide suivante, le cumul de ces différents plans fait que vous avez pour la participation un disponible annuel qui est de 75% du plafond annuel de la sécurité sociale. Ça fait 30 000, on peut monter jusqu'à 30 852 par an et par salarié. L'intéressement, c'est le même montant, 75% du PASS. Et les systèmes d'abondement, que ce soit le PE sur la droite de votre écran ou le PERCO, on peut respectivement verser 8% du PASS et 16% du PASS. Ce qui fait qu'à terme, enfin, j'y suis jamais arrivé, mais on pourrait, dans l'absolu, monter jusqu'à 71 577 € par an et par personne. Alors, on arrive fréquemment à 40-50 000 sur les entreprises qui ont des beaux résultats, 71 000. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'abord de montrer les enjeux de ce type de plan. Et bien sûr, donc, comme je l'ai expliqué, ces sommes ne sont pas soumises à fiscalité et ne sont pas soumises à prélèvements sociaux, sauf une CSG RDS à un taux réduit de 9,7%. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, quelles entreprises? Donc, maintenant, c'est les conditions de mise en place. Il faut avoir un contrat de travail en plus du mandataire social. Donc, la grande nouveauté il y a 15 ans, c'est que le mandataire social peut en profiter, peut en bénéficier, que ce soit le président d'une SAS ou que ce soit le gérant d'une SARL, voire même un BNC. Et donc, il faut que l'entreprise soit rentable avec un minimum de trésorerie. Donc, qui est bénéficiaire? Donc, bien sûr, le chef d'entreprise, tous les salariés, voire le conjoint collaborateur ou le conjoint associé. Combien? Donc, le salarié, 25% de sa rémunération brute annuelle. Le TNS, article 62, 25% de son revenu d'activité N. Pour les BIC ou les BNC, on s'en réfère à l'activité de N-1. Quand peut-il verser? Il faut entre 0 et 3 mois
de présence dans l'entreprise. Voilà. Et il faut avoir un salarié depuis plus de 1 an. Donc on peut passer à la slide suivante. J'accélère pour Monsieur Matignon, mais Madame Paul, si vous avez des questions après, je me ferai un plaisir d'y répondre, puisqu'on sera en séance particulière. Donc comment ça fonctionne? L'intéressement est un système sur lequel il faut absolument qu'il y ait un objectif. Hein. C'est-à-dire qu'il faut atteindre l'objectif qui est fixé par rapport au RCAI, au résultat comptable avant impôt. Et donc, lorsqu'on met en place un plan d'intéressement, on prend en moyenne les 3 derniers résultats comptables avant impôt. Et il faut que l'année suivante, vous puissiez passer au-dessus de ce résultat pour pouvoir déclencher l'intéressement. Ce qui est très important, c'est que l'intéressement ne doit pas être substitutif à un 13e mois, par exemple. Hein. Il ne doit pas être substitutif à une prime. Il faut vraiment que ça soit une nouveauté dans l'entreprise. Donc, il est obligatoire pour l'ensemble des salariés. Et ensuite, il y a des critères de temps de travail, des critères de salaire qui peuvent être mis en œuvre. La participation, alors l'intéressement, c'est quand même important, c'est 20% le film se déclenche. La participation, c'est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et elle peut représenter jusqu'à 50% du résultat comptable avant impôt. Donc ce sont des systèmes, s'ils sont mis à leur maximum, qui peuvent être d'une efficacité très forte, comme vous avez pu le comprendre en préambule. Donc l'intéressement, comme c'est noté, c'est 20% de la rémunération brute globale. Et ça peut être 20% du résultat comptable avant impôt. Je prends un exemple. Vous avez un résultat comptable avant impôt qui est de 100 000 euros. Vous déclenchez l'intéressement. L'intéressement, c'est 20 000 euros à répartir entre les salariés. La participation, c'est 50% du résultat retraité. Donc, on a eu un RCAI de 100 000 euros. On a déduit 20 000 euros d'intéressement. Il reste un RCAI retraité de 80 000 euros. La participation, c'est 40 000 euros. Donc, vous voyez qu'on est passé d'un résultat comptable avant impôt de 100 000 euros à un résultat comptable avant impôt de 40 000 euros. Donc, on a complètement compressé les résultats. Alors ensuite, il y a des personnes qui veulent le mettre en place pour l'ensemble des salariés et il y a des personnes qui veulent isoler des structures pour en faire bénéficier une certaine catégorie. C'est le cas de nombreuses holdings. Hein. Ça peut être une motivation pour franchir le pas de la holding. Il y a d'autres critères qui incitent à passer en holding, mais le critère de l'intéressement, enfin du plan d'épargne d'entreprise, peut être un critère. Et le troisième point qui est développé sur cette slide, ce sont les abondements, c'est-à-dire que l'entreprise peut mettre uniquement ce dispositif, hein, il n'y a aucune obligation de mettre les 3 en place concomitamment. L'abondement de l'entreprise, lui, est décidé par le chef d'entreprise et la majorité des 2/3 des salariés, comme l'intéressement et la participation, et on a un taux maximum légal qui est de 0 à 300%. C'est-à-dire que le chef d'entreprise place le curseur où il le souhaite. S'il veut mettre un abondement de 50%, ben, il peut très bien le mettre à 50%. Et s'il est dans un cadre restreint ou s'il veut vraiment faire plaisir à ses salariés, il peut le mettre à 300%. Ça veut dire que pour chaque euro versé par le salarié, l'entreprise abondera de 3 euros. Donc on peut passer à la slide suivante. Juste une petite question, tout de même. Concernant l'intéressement, par exemple, la répartition se fait comment vis-à-vis des salariés? C'est proportionnel à leur rémunération? Alors, voilà, il y a 2 options. Elle peut se faire soit proportionnellement à la rémunération, soit proportionnellement au temps de travail. Ok, d'accord. Et après, vous pouvez aussi délimiter un montant fixe. C'est-à-dire que vous dites, voilà, si on dépasse les objectifs, j'ai décidé de consacrer 5 000 euros répartis entre tous les salariés. Okay. 10 000 euros. Vous choisissez, bien évidemment, le montant. Ok. Donc ça, je suis déjà venu dessus, donc on peut passer à la slide suivante.
Allons-y. Merci. Alors, on peut aussi mettre en place des transferts d'anciens plans d'épargne entreprise. La souscription donc, nécessite un accompagnement dans les accords d'intéressement et de participation. Ils sont faits, c'est du coût humain, on est sur un système artisanal, on n'est pas sur un système industriel, et ils sont faits en fonction du souhait de chaque chef d'entreprise, et afin de rentrer au mieux dans les objectifs du chef d'entreprise. Le projet doit être présenté aux salariés, puisque il doit faire l'objet d'un vote préalable d'accord par les 2/3 des salariés. On peut passer à la slide suivante. Donc là, j'ai mis cette slide parce que c'est un petit peu long. C'est-à-dire que si une personne, alors là on est dans la bonne période, c'est pour ça qu'on a fait cette réunion maintenant, c'est-à-dire que le plan pour les personnes qui sont en exercice civil, il faut déposer des accords d'intéressement et de participation avant le 6 mois avant le terme de la clôture de l'exercice. Ça veut dire qu'il faut déposer les accords pour ceux qui sont en exercice civil avant le 30 juin. Vous déposez les accords d'intéressement ou de participation, l'un ou l'autre ou les deux, et la distribution se fait à la clôture du bilan. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en pleine clôture de bilan avec les experts comptables, et on calcule les intéressements et les participations avec les projets de bilan avant la clôture définitive des bilans et avant l'envoi des LEAS. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre un petit peu à l'avant, parce que si on s'y prend maintenant, eh bien, les premiers versements auront lieu que dans 1 an. Mais après, chacun de voir, midi à sa porte, si le jeu en vaut la chandelle. Pour les 2 plus petits volets que sont le PEI et le PERCOI, à partir du moment où on respecte les règles d'avoir des salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté et des salariés ayant au moins un salarié ayant plus d'1 an d'ancienneté, ça peut être mis en place au mois d'octobre, novembre, et le premier versement peut avoir lieu au mois de décembre. Donc c'est un peu moins contraignant sur les petits volets, sur les délais de mise en place. On peut passer à la slide suivante. Donc ça, j'avais déjà donné le traitement de la CSG-RDS, hein, donc c'est ce que j'ai expliqué. On a un taux, merci, on a un taux donc de CSG-RDS réduit à 9,7%, ce qui veut dire que pour un salarié, un exemple d'abondement de 1 000 €, l'abondement investi sera de 903 € suite à ce prélèvement. Pour les TNS, c'est directement l'activité qui va payer cette CSG, mais ça revient au même. La somme placée sera équivalente à 100 moins 9,7%, donc à 903. On peut passer à la slide suivante. Bon, ça, ce sont les impacts, c'est la loi Pacte de 2019 qui a supprimé le forfait social. C'est-à-dire qu'il y avait un forfait social depuis le 1er janvier 2016 mis en place par M. Hollande de 20% sur le PE et 16% sur les PERCO, hein, en plus des 9,7 de CSG-RDS. Et ce forfait social a été supprimé par M. Macron, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un forfait social qui est de 0, et uniquement cette CSG-RDS a un taux réduit de 9,7%. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, le but de l'intéressement, donc, comme je l'ai évoqué, c'est de fédérer les salariés, coller à la réalité économique de l'entreprise, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une augmentation de salaire, je pense que ça motive davantage les équipes que d'avoir une mise en place de l'intéressement. Maîtriser les sommes versées, puisque on rédige les accords d'intéressement en fonction des prérogatives dictées par le chef d'entreprise en négociation et en accord avec ses salariés, et on doit respecter les 3 contraintes réglementaires. Donc, l'accord d'intéressement est aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il se déclenche à partir du premier euro de bénéfice, hein. Il faut prendre la moyenne des 3 résultats comptables avant impôt. Il est collectif, c'est-à-dire qu'il s'adresse à l'ensemble des salariés, hein, et il ne peut pas se substituer, comme j'ai déjà dit,
à un salaire ou à une prime, quelle qu'elle soit, ou à un 13e mois. La participation, donc c'est le partage des résultats d'une entreprise avec ses salariés, donc obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, volontaire dans les entreprises de moins de 50 salariés, et c'est une décision collective qui doit être entérinée par les 2/3 des salariés. Une fois qu'on est d'accord, qu'on a rédigé les accords d'entreprise, à ce moment-là, on le dépose directement auprès de la directe qui envoie un récépissé pour bien enregistrer ce document et vous permettre de pouvoir distribuer au titre de l'intéressement ou de la participation à la clôture du bilan suivant. Merci. Donc voilà les règles de l'abondement. Donc pour le PE, si on veut mettre le curseur au maximum, le plafond il est de 1 080 € sur le versement volontaire. L'entreprise abonde de 3 241 €, ce qui permet d'avoir au global 4 321 €. Le PERCO, c'est le double. On a arrondi avec les centimes. 2 161 €, 6 483 d'abondement de l'entreprise, ce qui donne un total de 8 644. La colonne du milieu, l'abondement, donc représente à peu près 10 000 € par an et par salarié. Et il peut être cumulatif avec l'intéressement et la participation. Les déclarations fiscales, c'est très simple. Vos experts comptables ont l'habitude, vous allez voir après, on a l'habitude nous aussi de travailler avec eux. D'ailleurs, on a plusieurs clients experts comptables pour leur cabinet sur ces types de formules en Guadeloupe. Donc, intéressement, participation, abondement sont déductibles du résultat comptable avant impôt. Les versements volontaires peuvent être déductibles, c'est-à-dire ils peuvent être pris en charge par l'entreprise. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Je vous épargne les détails puisque M. Matignon a des contraintes horaires, mais je pourrais revenir pour vous, Mme Paul, si vous le souhaitez. Donc, on a des avantages fiscaux sur les sociétés et sur les revenus personnels, puisqu'on ne paye pas d'impôt sur le revenu, à condition de laisser les sommes placées pendant 5 ans. Si on veut percevoir les sommes tout de suite, tout ou partie, on peut, sauf qu'il y a l'impôt à payer, mais au moins, on aura économisé les charges sociales. Donc, c'est éligible aux TPE, aux PME, aux professions libérales, aux sociétés d'exercice libéral, et bien sûr aux SARL, aux SAS, à toutes les formes de structures, sauf bien sûr les SCM ou les SNC. On peut passer à la slide suivante. Donc, les sorties. Donc, c'est exonéré. Donc, le PE, comme l'intéressement à la participation, donc on est exonéré d'impôt sur la plus-value. C'est-à-dire vous avez placé votre argent sur 5 ans, on va dire quelque chose de raisonnable, ça vous a rapporté 20%. Vous avez placé 100, vous récupérez 120. Ben, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, ni sur les 100 que vous allez percevoir, ni sur les 20 de plus-value. Vous allez payer de l'impôt uniquement vous allez payer un prélèvement social uniquement sur la plus-value, 20 €. Vous allez payer que la CSG-RDS de 17,2. Voilà, ça vous permet de vous diversifier, d'épargner jusqu'à 25% de sa rémunération brute annuelle, de l'alimenter de manière libre ou programmée, ça peut être un versement mensuel, et la prise en charge se fait tout ou partie par l'entreprise. Et le PERCO peut être mis en place pour la retraite, mais aussi pour un projet immobilier, puisqu'il est débloquable hors impôt, comme le plan d'épargne entreprise. Après, on va revoir les différentes conditions de sortie anticipée du plan d'épargne entreprise et du PERCO. Mais en cas d'acquisition de la résidence principale, on peut sortir la totalité de son PERCO sans aucune fiscalité. C'est également, bien sûr, un excellent moyen de prévoir et de capitaliser pour sa retraite complémentaire. Je ne suis pas très favorable, moi, aux sorties en rente viagère, puisque à terme, il y a une aliénation des capitaux. Donc, ça veut dire qu'on déshérite ses enfants au profit de la compagnie qui va gérer votre rente viagère. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc, alors on n'a pas passé la slide pour les exonérations. Donc, pour le PE, on a une dizaine d'exonérations. Donc, il y a mariage, divorce, PACS, création de société,
achat de résidence principale, extension de résidence principale avec permis de construire, et bien sûr, bon, toutes celles qu'on ne veut pas, décès, invalidité, voilà, dizaines de cas de sortie anticipée. Pour le PERCO, il y en a un petit peu moins, donc bien sûr le décès et l'invalidité, la résidence principale, ce qui permet de pouvoir débloquer ces sommes par anticipation, sans frottement fiscal ni social. Donc nous sommes une interface et on travaille avec les experts comptables, avec les sociétés bien sûr, avec les salariés pour indiquer aux salariés le fonctionnement de ces systèmes-là. On n'a pas noté les avocats, mais on travaille aussi avec pas mal d'avocats en collaboration sur ce type de technique. Et bien sûr, notre métier en tant que, moi je ne me suis pas présenté pour aller vite, mais on est conseiller en gestion de patrimoine indépendant, c'est-à-dire qu'on choisit les solutions d'épargne salariale qui vous offrent le plus grand choix de support financier afin de pouvoir faire fructifier ces sommes épargnées au mieux dans l'attente de la récupération. Donc c'est notre job, et vous accompagner aussi s'il y a des arbitrages à réaliser. Par exemple, en ce moment, on réalise depuis le début de la semaine, puis hier, pas mal d'arbitrages, puisque vu les taux de croissance aux États-Unis et en France sur le premier trimestre et les taux d'inflation, les risques sont très élevés de rentrer en période de stagflation, c'est-à-dire que stagnation de l'économie et démarrage de l'inflation. Et c'est ce qui s'est passé au début des années 80. Et ça a été terrible pour les marchés actions, les marchés obligations pendant plusieurs années. Donc on préfère se dégager en ce moment de ces actifs-là et d'aller davantage des actifs plus résilients tels que l'immobilier ou l'or, mais bon, on n'a pas de support or dans les plans d'épargne d'entreprise, mais on a des supports qui sont résilients à ce type de conjoncture. Voilà, donc peut-être pour conclure, si on arrive à lancer le film, ça serait sympa. Et bien sûr, pendant ce temps-là, je peux répondre à vos questions, hein. Voilà, très bien. On n'a pas le son. Ah, ça m'étonnerait que. Vous n'entendez pas, vous ? Non, Non. YouTube, comme ça, via Teams, je suis pas sûr. Ah ouais, bon. Bon. Bah, si Par contre, moi, je vais devoir y aller. je Désolé. vous enverrai le lien si ça vous intéresse. Vous voyez avec Je veux Madame bien, Ripoll. ouais, et vos coordonnées, et éventuellement on entre en contact. Entendu. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Matignon. Allez, à bientôt. Au À revoir. bientôt, au revoir. Au revoir, Monsieur Matignon. Madame Mylène. Pardon, Mylène, je pense que je ne sais pas si elle a un micro en fait. C'est parce que je l'ai depuis. Ah. Voilà, j'ai un micro, mais je ne suis pas toute seule, donc c'est pour ça que je ne voulais pas faire trop de bruit. Alors, j'ai une question par rapport, je crois que c'est au PERCO que j'ai entendu. Est-ce que vous pourriez donner peut-être un peu plus de précision sur l'acquisition de la résidence principale? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut être mobilisé, par exemple, dans le cas de l'achat en tant que primo-accédant? Pas besoin d'être primo-accédant. Quelle que soit votre qualité d'acquéreur au niveau de la résidence principale, vous avez le droit de débloquer l'intégralité des sommes sans avoir à payer ni de charges sociales, ni d'impôts sur les sommes que vous allez récupérer. D'accord. Est-ce qu'il y a une limite? Aucune. Moi, à titre personnel, j'utilise bien sûr tous ces systèmes dans mon cabinet. Et j'ai procédé dernièrement de l'achat d'une résidence principale. J'ai débloqué tous les systèmes en totalité pour une somme assez conséquente. Donc, il n'y a pas de limite. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. Et c'est pour ça que le MEDEF et moi-même avons décidé d'organiser cette réunion. Mais bon, le problème, c'est toujours le passage de l'information qui est un peu compliqué. Puisque vous voyez, sur 11 inscrits, vous n'étiez que 2. Oui. Bon, moi, ça fait plus de 30 ans que j'exerce en Guadeloupe.
j'ai un gros réseau d'experts comptables et prescripteurs, mais voilà, je fais circuler l'information voilà, pour être agréable auprès des chefs d'entreprise guadeloupéens. Mais, c'est vrai que c'est compliqué d'attirer l'attention sur ces systèmes-là, même si j'essaie de mettre un titre choc pour montrer que voilà, le titre, c'est plan d'épargne d'entreprise, un vrai paradis fiscal. Oui, Pour oui. moi, un paradis fiscal, c'est un endroit où on ne paye pas d'impôts, pas de charges sociales. Et c'est à partir du moment où on a une entreprise qui a toutes les qualités pour la mettre en place, on est, pour moi, dans le plan d'épargne d'entreprise, en toute légalité, dans un paradis fiscal. D'accord. Et donc, vous avez dit que c'est valable pour toutes les formes d'entreprises, sauf certaines. Vous avez mentionné la SAS. Est-ce que c'est valable pour une SASU, puisque moi, je suis en SASU? Bien sûr. OK, d'accord. Donc, en gros, et tous les autres leviers que vous avez présentés sont valables aussi pour une SASU, c'est-à-dire que, admettons qu'on décide de partir, que je décide de partir sur l'intéressement, il faudrait que je puisse avoir, on va dire, un accord avec moi-même. Pardon. Est-ce que vous avez des salariés ou pas? Je suis salariée. Mais est-ce que vous avez d'autres salariés? Non. Voilà. Donc c'est ça. Le problème, c'est qu'il vous faut un autre salarié, en fait. OK. Ça peut être 2 heures par mois. Dans ce cadre-là, on conseille plutôt quelqu'un de l'entourage et de la famille, et avec lesquels, mais bon, il faudrait se rencontrer pour vous expliquer les tenants et les aboutissants. Ça peut être mis en place sans difficulté. D'accord, très bien. Vous allez communiquer vos coordonnées Madame Régule les a, puisque je suis un jeune adhérent MEDEF, donc D'accord. donc Madame Régule a toutes mes coordonnées. J'ai une autre question, en espérant que ce ne soit pas indiscret, puisque je ne suis vraiment pas familière avec le conseil en gestion de patrimoine. La rémunération se passe comment, par exemple, pour l'interface que vous êtes? C'est très simple. En fait, on vous fait une proposition de mission. D'accord. Elle est acceptée ou refusée, ça ne vous engage à rien. Bien sûr, le premier entretien est gracieux. Et D'accord. si on met en place le plan d'épargne d'entreprise, il y a des frais de mise en place qui sont de 600 €. D'accord, ok. C'est ça le mérite. Et on s'occupe de tout, de A à Z, et ensuite de vous suivre, bien sûr, au fur et à mesure de l'évolution de votre plan. D'accord. Et donc, les plans, ils sont faits sur une base annuelle ou ça peut être pluriannuel? Alors non, les plans sont faits sans limite de temps. Il n'y a que les accords d'intéressement qui sont faits en général sur une durée de 3 ans, qui peuvent être reconductibles par tacite reconduction, mais nous on conseille de garder cette durée de 3 ans, puisqu'on peut changer les critères au bout de 3 ans. Hein. D'accord. Et les accords de participation, alors eux, ils peuvent être mis en place sur une durée indéterminée, mais on conseille de les limiter à 3 ans, concomitamment au plan d'épargne, à l'intéressement. Comme ça, quand on se revoit au moins annuellement déjà, mais quand on se revoit au bout des 3 ans pour renouveler les accords d'intéressement et de participation, D'accord. à ce moment-là, ça veut dire qu'on réfléchit à nouveau à ce qu'on veut mettre en œuvre pour le chef d'entreprise et son entourage. D'accord, très bien. Merci pour ces éléments. J'ai une autre question, puisque vraiment le PERCO dont vous me parlez là, c'est vraiment un point, on va dire, en ce moment. Est-ce qu'il faut que ce soit ouvert est-ce qu'il faut un minimum de temps que l'argent reste sur le compte avant de pouvoir faire le transfert, on va dire, pour l'acquisition? Ben, le problème, c'est que là, il vous faudrait vous ne comptez pas parce que vous êtes le mandataire social. En fait, vous n'êtes pas salarié, vous êtes ce qu'on appelle assimilé salarié. Donc, en fait, il vous faut un salarié qui soit dans l'entreprise depuis. Normalement, il faut que je vérifie parce que j'ai un petit doute. C'est 3 mois, au moins 3 mois, j'en suis sûr. Ok. Mais il faut que je vérifie parce qu'avant, il y a beaucoup de critères qui ont changé ces derniers temps. Avant, c'était 1 an, mais là, je crois que ça s'est assoupli puisque en fait, les autorités souhaitent que de plus en plus de chefs d'entreprise et de salariés mettent en place des plans pour les inciter à aller sur les marchés actions, mais bon, même si c'est pour relancer l'actionnariat individuel que le coup de pouce a été mis
en œuvre pour le plan d'épargne entreprise. Même si dans le cadre des supports qu'on choisit, on peut mettre des supports avec une très faible volatilité ou même des supports immobiliers si on le souhaite. Hein. Donc, on n'est pas obligé d'aller sur des supports en action. Compris. Parce que j'allais justement poser une question sur la base des supports ou même des différents leviers. Est-ce qu'il y en a qui sont, j'ai envie de dire, axés RSE ou en tout cas, entre guillemets, responsables? Bien sûr, bien Ok. sûr. Bien sûr. Et maintenant, puisque c'est la dernière formation que j'ai faite, dans le cadre, puisque moi je suis conseiller en investissement financier, dans le cadre de notre métier de conseiller en investissement financier, à partir du 22 août de cette année, lorsque on remplit les documents avec les clients, on a pour obligation de vous fournir la liste des, enfin déjà de vous questionner sur votre intérêt sur les fonds ESR, hein, économie socialement responsable, et de vous fournir des listes exhaustives dans chacun des produits proposés des fonds socialement responsables. Donc c'est pour nous quelque chose de prioritaire. D'accord. Très bien. Oh, mais je suis vraiment ravie. Je suis Merci. contente de ces informations. Vous avez dit que vous travaillez avec des experts comptables, donc je ne sais pas si celui avec lequel je travaille fait partie de votre réseau, mais est-ce que, quand bien même cette personne ne ferait pas partie de votre réseau, il peut y avoir une fluidité? Bien sûr. C'est l'objet de la slide que nous avons encore sous les yeux, c'est qu'on a une interface. Donc souvent, on fait des réunions avec le client et son expert comptable pour que tout le monde travaille dans la même direction. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup d'experts comptables dans mon carnet d'adresses et quelques-uns comme clients. D'accord. Donc, quand vous parlez de l'entretien, ça peut même être l'entretien de départ, par exemple? Non, c'est comme vous voulez, sauf si vous avez une urgence, on peut faire l'entretien de départ avec votre expert comptable. Hein. Remarquez, ça permet de gagner du temps. Hein. Mais moi, c'est à votre convenance. Moi, j'ai pas de priorité absolue, mais on peut le faire avec votre expert comptable, oui. D'accord. Ben, ce sont des éléments que je note. Et ben voilà, je pense que Pauline, comme vous l'avez dit, me transmettra vos coordonnées. Mais en tout cas, vraiment, merci pour cette présentation très qualitative. Et je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir.